présenter. Donc, par ordre alphabétique, Francis Allard de Tipeee. Mon cher Francis, le premier atelier. Je vais te laisser prendre un micro. Tu te présenteras au moment où ça va aller. Donc, tu es scientifique de renom, mon cher, tu t'assois là. Voilà, tu es le bienvenu. Nous avons Corinne Mondin. Où est-elle, Corinne? Tu es là. Tu es là. Corinne qui nous fait le plaisir aussi de venir et qui va nous parler justement des polluants et des particularités de ceux-ci. On va aller assez loin sur le sujet. Et Fabien Schinazzi, qui est le docteur Schinazzi du Haut Conseil de la Santé publique, qui nous a rejoint. Fabien, tu as un micro après les voilà. Et nous verrons dans la journée une petite pensée pour la personne du CEREMA, Sabadibou, qui est malade et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Donc vous aurez l'atelier numéro 2 avec Claire-Sophie Quedvez et avec Émilie Falca. Donc là, vous voyez, on a Atmo, Aquitaine et Mehdi Ego, du ressenti environnemental. Julien Cœur-de-Vey avec Pierre Seval qui vont nous parler justement de la conception du bâtiment cet après-midi. Daniel Jacquemot, qui est le directeur de la politique technique de Calibat, qui va nous rappeler un peu quelques règles de vérification de l'installation, et une installation avec Pierre Vaillard, je le disais, sur comment, justement, quels sont les pièges à éviter ou comment bien faire pour faire une installation performante. Et ensuite, on termine avec Natacha Kinadjan-Kapla de Purnat, qui est docteur en chimie. Natacha, je te cherche. Allez, pardon, il faut que je me prévienne. Et Valérie Leprince, du CEREMA, est avec nous également pour parler, vous allez voir, un peu plus de réglementaire et de projection également sur tout cela. On va aborder, et c'est le fil conducteur de la journée, une vraie prise en conscience de l'air, de la qualité de l'air et de bien faire pour. Donc il va y avoir beaucoup d'informations qui vont être délivrées. On ne va pas forcément aller ultra dans la technique des différents systèmes de ventilation comme on pourrait le penser. Ça va être évoqué, mais on va vraiment regarder toute cette approche en fonction de ce qu'on a besoin pour bien le faire. Et c'est souvent cela qu'on oublie un petit peu. Pour bien faire quelque chose, évidemment, il faut y réfléchir au préalable, et c'est la notion de ce qu'on a aujourd'hui et ce matin. Vous pourrez poser quelques questions de ci, de là. Je gérerai et les horloges et le timing de l'intervention. Donc on va démarrer par cette première table ronde, qualité de l'air et santé. Et la première personne qui va prendre la parole, c'est tout honneur, Corinne Mondin. Vous pouvez applaudir Corinne. Je te laisse. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Je remercie Sylvain Maxwell pour son invitation. Donc j'ai le plaisir d'introduire le sujet avec quelques mots génériques pour vous présenter ce dont on va parler toute la journée, donc la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur implique l'absence de pollution de l'air intérieur, et ces pollutions, elles sont très nombreuses en fait. Alors pour vous résumer simplement les différents types de polluants, il faut avoir à l'esprit qu'il y a des polluants gazeux qui sont dans l'air, vous avez sans doute entendu parler des composés organiques volatiles, donc des gaz, des liaisons carbone-hydrogène. Il y a aussi des gaz inorganiques, l'ozone par exemple, qui est un polluant de l'air intérieur, mais qui a aussi un rôle dans la pollution de l'air intérieur, un polluant de l'air extérieur, qui a aussi un rôle dans la pollution de l'air intérieur. Le monoxyde de carbone, on aura l'occasion d'en reparler dans la journée. Donc il y a les gaz, il y a les particules, donc des objets solides en suspension dans l'air. Donc ça c'est la partie des substances, des polluants chimiques. Après il y a la famille des polluants physiques. Donc là ils ont un effet sur la santé, non pas par leur composition, mais par leur forme physique. Une fibre par exemple, une fibre c'est allongé, ça a une longueur 3 fois supérieure à son diamètre, donc c'est comme une aiguille qui va rentrer dans les voies respiratoires. On peut citer le radon. Le radon c'est un gaz radioactif qui est présent partout en France, dans les sols, en particulier dans les sols granitiques et volcaniques, et quand on l'inhale, il se dégrade dans les poumons et il irradie les poumons. Donc, agents chimiques, agents physiques, et la dernière grande catégorie, c'est les agents biologiques, donc les bactéries, les virus, les moisissures que vous connaissez. Donc vous voyez tout un cocktail de pollution dans les bâtiments qui viennent de sources variées. La première source, c'est l'air extérieur. Évidemment, l'air qu'on respire dans cette salle, il vient de l'air extérieur. Qui peut être pollué, on parlera plus tard dans la matinée. Le sol aussi, je parlais du radon qui vient du sol. Il peut y avoir des sols qui ont été pollués chimiquement par des activités industrielles passées. Ça peut polluer les environnements intérieurs. Deuxième groupe de sources de pollution, c'est le bâtiment lui-même, son aménagement, les matériaux de construction, les matériaux de décoration, le mobilier. Tout
ça émet des substances gazeuses ou particulières dans l'air. Et la troisième grande source, ce sont nous les occupants par nos activités. On peut fumer, c'est la principale source de pollution de l'air dans les bâtiments. Et puis bricoler, avoir des animaux domestiques, nettoyer, tous ces produits qu'on utilise au quotidien peuvent émettre des substances dans l'air qui peuvent avoir des effets sur la santé. Donc voilà pour ce petit panorama du sujet de l'air intérieur. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que vous avez vu, il y a un grand nombre de polluants, il y a un grand nombre de sources. Et puis contrairement à l'air extérieur où il y a finalement du vent, de la pluie qui lessive les particules, finalement ça dilue la pollution dans les bâtiments. En fait, si l'air est mal renouvelé, les polluants vont s'accumuler. Et vous avez sûrement entendu parler du fait que l'air intérieur est jusqu'à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Oui, quand on fait des mesures dans les bâtiments à l'échelle d'un grand nombre de bâtiments, les valeurs moyennes intérieures des polluants qu'on mesure, composés organiques volatiles, particules, sont toujours supérieures aux concentrations moyennes qu'on a dans l'air extérieur. Quand on parle d'odeur de tabac franc dans un bâtiment, en fait, c'est que tous les substances chimiques qui ont été émises dans la fumée se sont absorbées sur les rideaux, les canapés et relarguent dans le temps. Donc il y a vraiment une accumulation dans les bâtiments. Et relarguent très longtemps. Très longtemps. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Pour une cigarette de 2 minutes, vous pouvez réfléchir à ça. Donc il y a beaucoup de polluants qui s'accumulent et en plus on passe beaucoup de temps dans les bâtiments. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, dans sa première campagne nationale logement, avait documenté chaque 10 minutes où est-ce que les gens étaient. Et on avait pu calculer qu'en moyenne, on passe 16h10 par jour dans son logement. Alors ça vous paraît énorme, parce qu'il y a une partie de ce temps qui est du temps inactif, où on dort, donc on est exposé aux polluants dans la chambre. Donc on passe beaucoup de temps dans les bâtiments et en plus les personnes les plus fragiles, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes malades, les personnes âgées, ce sont celles qui vont moins sortir et être plus exposées à cette pollution. Alors c'est pas un sujet nouveau et vous avez peut-être déjà vu cette affiche qui date du début du XXe siècle, qui disait déjà air confiné, air vicié, maison humide, maison malsaine, donc qui invitait à aérer son logement. Donc c'est un sujet dont on parle depuis peu de temps. Le Covid, ça m'a mis un peu la lumière sur cette thématique, mais c'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout nouveau à l'échelle européenne, puisque dès les années 90, il y a eu une action concertée européenne qui a réuni des scientifiques de plusieurs pays, avec des représentants français, pour travailler sur différents sujets. Donc le premier sujet qui a été abordé, c'était le radon, 1989. Plus tardivement, en 1996, c'est l'Europe qui a proposé un protocole de caractérisation des émissions par les matériaux de construction, protocole qui a ensuite été repris par l'ANSES en France, par l'AFSET avant l'ANSES, et qui aujourd'hui est en partie utilisé pour l'étiquette A+, AC de caractérisation des émissions composés organiques volatiles par les matériaux. L'Organisation mondiale de la santé aussi, dès l'année 2000, avait publié un livre blanc sur le droit à un bon air intérieur. Vous voyez, c'est pas récent. En Allemagne, la première valeur guide de qualité de l'air intérieur date de 1977. Alors en France aussi, on a eu des travaux assez pionniers et depuis les années 90. Avant le Haut Conseil de la santé publique, il y avait le Conseil supérieur d'hygiène publique de France qui déjà avait alerté sur les pollutions de l'air dans les bâtiments, qui avait travaillé sur c'est peut-être anecdotique, mais sur la pollution de l'air dans les patinoires, parce que les machines à l'époque étaient avec des moteurs thermiques et il n'y avait pas d'évacuation à l'extérieur, donc il y avait eu des morts d'intoxication au monoxyde de carbone dans les patinoires. Donc le CSHPF et maintenant le Haut Conseil de la santé publique ont toujours été actifs sur ces sujets. Et puis l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a été mis en place en 2001 avec une première campagne nationale dans les logements entre 2003 et 2005. Et qui a évolué il y a peu. Donc ensuite, il y a eu une deuxième campagne de logement qui a été organisée et aujourd'hui, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur est devenu l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs pour aborder toutes les thématiques de l'acoustique, de lumière, de confort thermique qui sont aussi importantes que la qualité de l'air intérieur. Alors les médias se sont aussi emparés de ce sujet très tôt. J'ai souvenir que ça avait fait bouger les choses en 2004 quand Peut Choisir avait publié un article sur les émissions de composés organiques volatiles par les produits d'entretien. Il y a eu des articles sur les meubles qui avaient poussé un étiquetage des meubles qui malheureusement n'a jamais vu le jour. Donc voilà, c'est un sujet qui a grandi dans le temps et je vais laisser la parole à Fabien pour la partie santé. Merci beaucoup. Le Haut Conseil de la santé publique, Fabien, qui tu y es depuis plusieurs années. 12 ans maintenant. Oui, en quelques mots, je suis médecin biologiste. J'ai travaillé d'abord à l'hôpital pendant une douzaine d'années. Je me suis intéressé à la qualité des environnements hospitaliers.
Puis ensuite, je suis venu à la mairie de Paris et j'ai dirigé un laboratoire d'hygiène de la ville de Paris pendant une trentaine d'années. Et ce laboratoire faisait toutes les analyses, participait à l'Observatoire national de la qualité de l'air intérieur. Et puis, après ma retraite, j'ai intégré le Haut Conseil de la santé publique et je préside actuellement la commission risques liés à l'environnement où nous sommes interrogés par le ministre de la Santé sur tous ces sujets environnementaux et ils sont aujourd'hui très nombreux et en particulier donc, sur la qualité de l'air intérieur. Alors vous avez ici des cercles concentriques. En effet, nous nous intéressons, nous ici, au point central qui est l'individu. Et c'est ce qui m'intéresse évidemment dans un bâtiment, c'est l'occupant, comment il vit dans le bâtiment et comment il est exposé aux différents polluants que nous venons d'évoquer, avec différentes sources liées à l'extérieur et aussi à l'intérieur du bâtiment. Et donc cet air inhalé par l'individu, c'est tous ces polluants qui vont pénétrer et autour de lui, il y a l'air intérieur du bâtiment, mais il y a aussi l'air extérieur de proximité, l'air extérieur en général. Et donc il n'y a pas de frontière en fait entre ces différents cercles. L'air que nous respirons provient autant de l'air extérieur qu'il soit généré dans les bâtiments, dans l'air intérieur. Et c'est aussi une donnée nouvelle, on a toujours tendance à dire on veut un air de bonne qualité à l'intérieur, mais le premier air intérieur, ce que disait Fabien, c'est celui qui est dans nos poumons. Donc c'est celui qu'il faut préserver, c'est toute la prise en compte des différentes je dirais, périmètres autour qui vont faire qu'on va avoir quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on se retrouve à un moment donné, tout est considéré, tout se rejoint. Voilà un petit peu pourquoi. C'est une manière un petit peu plus, d'aller un peu plus loin, de savoir que l'individu, c'est lui qui compte. Merci. Et donc effectivement, que se passe-t-il sur le plan du bien-être, du confort, de la santé pour des personnes qui sont exposées à une mauvaise qualité de l'air intérieur? Alors quand la qualité de l'air se dégrade dans un bâtiment, eh bien il y a des signaux d'alerte. Et l'occupant déjà signale qu'il y a des sensations de gêne, d'inconfort, des plaintes. Et il faut toujours retenir ces plaintes parce qu'on appelle ça des individus sentinelles. Souvent c'est des personnes allergiques qui ont déjà des problèmes respiratoires et qui signalent que l'air qu'ils respirent, ils le ressentent de mauvaise qualité. Et ils vont avoir aussi des problèmes d'odeur, aussi désagréables, mais aussi des différents symptômes que je vais vous décrire dans un instant, des symptômes d'irritation qui font que ces différents polluants que nous venons d'évoquer vont agresser les voies respiratoires, vont agresser les voies respiratoires supérieures, vont agresser l'œil, enfin tout ce qui est en contact avec l'air intérieur dans les bâtiments. Ça, c'est des premiers signaux d'alerte et qu'il faut prendre en considération. Quand on vous dit que je ne se sent pas bien dans un lieu donné, c'est qu'il se passe quelque chose et il faut aller regarder pour quelles raisons il y a cette dégradation de la qualité de l'air intérieur. Parce que ensuite, il y a de véritables maladies qui peuvent apparaître. Soit des problèmes d'intoxication, et on a parlé à l'instant du monoxyde de carbone ou d'autres types d'intoxication, mais aussi des maladies respiratoires, des allergies respiratoires avec les allergènes qu'on vous a montré il y a un instant et qui vont donner des rhinites, de l'asthme un peu plus en avant ou des problèmes cutanés. Et donc le fait d'avoir une rhinite, et notamment une rhinite allergique, ça signale qu'il y a déjà une dégradation de l'air intérieur. Et il y a aussi des problèmes infectieux. Et tout le monde se rappelle la période Covid. La période Covid, on s'est aperçu que ce virus se transmettait par l'air à distance d'un individu à l'autre et qu'un air confiné, donc où il n'y avait pas un renouvellement d'air suffisant, favorisait la transmission des agents infectieux respiratoires. Nous le savions déjà avec la tuberculose, on l'a vu avec le Covid et aujourd'hui, avec toutes les infections respiratoires, notamment virales, on sait qu'elles se transmettent plus facilement dans un milieu confiné. Et puis je dirais un mot aussi dans un instant sur la légionellose, qui est une maladie qui n'a pas disparu, qu'on surveille en France et qui est liée à une bactérie qu'on retrouve dans l'eau, notamment dans l'eau chaude, et sous forme d'aérosol peut entraîner des infections respiratoires parfois mortelles. Enfin, tous ces polluants que nous respirons au quotidien, eh bien, vont
qui peuvent avoir un effet cancérigène, mutagène, toxique pour la reproduction, perturbateurs endocriniens, vont être responsables cette fois-ci des risques à long terme. Or, vous avez vu le temps que l'on passe à l'intérieur, que ce soit dans son logement ou dans notre milieu intérieur, le temps qu'on y passe et qu'on respire cet air qui peut être pollué, qui n'est pas contrôlé, et dans ces cas-là, eh bien, il peut y avoir des risques à long terme. Donc, vous voyez la responsabilité de ceux qui construisent des bâtiments, qui doivent avoir une bonne qualité d'air pour les occupants. Et nous, médecins, eh bien, on regarde les impacts sur la santé, ce que peuvent donner ces différents polluants, et on alerte finalement sur les maladies qui peuvent être liées à cette mauvaise qualité d'air intérieur. Alors, si les symptômes dont je parlais, ils sont, parfois on appelle ces symptômes le syndrome du bâtiment malsain. Ça a été décrit déjà dans les années 80 par l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que vous avez un ensemble de symptômes qui apparaissent chez des personnes qui signalent qu'ils ont des problèmes de toux, de rhinite, qui ont des maux de tête, une fatigue anormale, des problèmes respiratoires, cutanés, ou également des nausées, des inconforts. Voilà, tout cet ensemble de symptômes, j'en ai connu un certain nombre, souvent dans des bâtiments neufs qui venaient d'être remis aux occupants et où il y avait une pollution importante au moment de la remise du bâtiment. Et donc ces personnes, quelque temps après, se plaignaient de ces différents symptômes. Il est arrivé parfois qu'on doive évacuer le bâtiment parce que les personnes ne supportaient pas de manière collective tous ces différents symptômes et toutes ces gênes, ces plaintes qu'ils pouvaient ressentir. Pour revenir à pas une préconisation, mais un ressenti que l'on a, qu'on a tous connu, on a tous usé les bancs de l'école avec une culotte, on est bien d'accord. Quand on vous a dit que vous ne vous sentiez pas bien dans votre salle de classe, on vous disait va prendre l'air. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'air qui nous entoure à y passer un certain temps va commencer à plus forcément être correctement notre ami, mais au contraire une charge importante et qui, répétée, prolongée, on a les expositions immédiates, les expositions prolongées, et c'est celle-ci qui convient. Il y a les sentinelles, il y a aussi les mesures, et au niveau de la réalisation des bâtiments ou des travaux, c'est là où il y a un rôle important qui peut agir 30 ans à venir quand on a bien réalisé cela. Et ça compte énormément. Et les compagnons le savent, un bon travail bien réalisé, c'est la tranquillité pour longtemps. Et voilà, et donc quand on a tous ces symptômes, il faut changer d'air. Voilà. Et changer d'air, eh bien, soit on sort, soit on renouvelle l'air dans le bâtiment pour avoir une meilleure qualité de l'air. Donc, ces effets sur la santé, d'inconfort, visuel, sont très importants. Moi, je les considère comme des signaux d'alerte qu'il ne faut pas négliger. Or, souvent, on les néglige. On dit « Ah, mais cette personne, entre guillemets, elle nous casse les pieds, elle se plaigne tout le temps. » Et quand vous allez atteindre un grand nombre de personnes qui vont avoir ce type de symptômes, là, ça commence à poser un problème. Alors, ces symptômes, les médecins ne détectent pas la cause. Ce sont souvent des causes multifactorielles liées à l'environnement qu'ont ces personnes. Il n'y a pas de cause médicale directe, le médecin ne pourra pas retrouver, mais c'est cet ensemble de symptômes qui attire l'attention. Alors par contre, là il y a de véritables maladies, et quand je parlais des maladies respiratoires associées à une exposition aux polluants de l'air, donc vous avez ici notre poumon, où les polluants pénètrent, les polluants gazeux, les polluants particulaires. Alors il y a une particularité, c'est que les fines particules qui pénètrent par les voies respiratoires, elles vont arriver, comme elles sont fines, souvent on appelle ça des PM2,5 ou de taille moins importante, vont passer dans les poumons, vont arriver aux alvéoles pulmonaires et vont passer dans le sang. Et dans le sang, ces particules fines vont être transportées. Et elles se déposent en n'importe quel endroit, dans n'importe quel organe. Le cerveau, le cœur, les artères, le foie. Et elles vont entraîner une inflammation chronique, d'où une maladie. Donc, c'est une vraie réalité. Santé publique France a fait tout récemment, début de cette année, un bilan des maladies liées, attribuables à une exposition aux polluants de l'air. Alors vous avez ici le nombre d'allergies respiratoires en France, 7 à 20% chez l'enfant, 30% chez l'adulte. L'OMS nous promet qu'en 2050, il y aura 50% de personnes allergiques. Or, les personnes allergiques, c'est des symptômes permanents parfois pour certains d'entre eux, parfois saisonniers,
avec le pollen, mais ces allergies sont aujourd'hui très présentes. L'asthme également, vous voyez le nombre de personnes, d'enfants en France, vous avez vu, qui sont atteints par de l'asthme. Pour ceux qui connaissent cette maladie, c'est une maladie qui est très débilitante, on est très gêné dans sa vie quotidienne, on doit prendre des traitements réguliers, etc. Donc c'est une maladie chronique qu'il faut aussi prendre en charge médicalement. Il y a aussi la BPCO qui était souvent liée au tabac, mais aujourd'hui on va voir que la pollution joue aussi son rôle dans cette bronchopneumopathie chronique obstructive et d'autres types de maladies respiratoires chroniques. Vous voyez, dans la salle, il y a une personne sur 3 qui a des réactions allergiques, de ce qu'on vient de parler. Il y en a certains qui vont dire non, j'en ai jamais eu. Et quand on commence à discuter, je le fais avec certains d'entre vous quand on se connaît un peu, on dit mais quand on arrive au moment des pollens, est-ce que tu n'as pas le nez un peu gêné, les yeux qui piquent ou autre chose? Voilà, ce sont des signes qui sont, mais, ce que disait Fabien, des signaux faibles. Ces signaux faibles qui nous amenaient, vous voyez, 50% de la population. C'est un chiffre aussi qui est assez intéressant, les 10% d'asthme chez les enfants accélèrent, ça s'accélère. Hein, on a de plus en plus maintenant des pathologies de personnes qui sont plus âgées et qui sont pour des jeunes de moins de 15 ans. Donc on a ce facteur je dirais, d'être en contact avec tous ces polluants qui vont jouer finalement, et ça se voit. Ah oui. Alors donc il y a plein de facteurs évidemment qui expliquent ces maladies, mais voilà le problème donc, que je citais tout à l'heure, la légionellose. Vous avez ici, alors la légionellose c'est une pneumonie infectieuse qui a 10% de mortalité, qui touche essentiellement les personnes âgées, et le nombre de cas, eh bien, comme vous le voyez, depuis les années 80, ne diminue pas, et c'est lié à l'eau chaude sanitaire, donc sous forme de prendre une douche contaminée. Donc je considère que c'est aussi un agent infectieux intérieur, puisque à partir d'une douche, d'une eau qui est mal contrôlée, qui est contaminée, on peut déclarer une légionellose. Et donc vous voyez que le nombre de cas est loin de diminuer, et en 2023, c'est la première fois que nous avons eu le nombre de cas le plus important depuis la surveillance de cette maladie. Donc je voulais en parler parce qu'on ça passe sous les radars en ce moment, on n'en parle pas beaucoup. Or, régulièrement, je vois passer des articles disant qu'il y a des cas de légionellose, mais médiatiquement aujourd'hui, on n'en parle plus. On en a beaucoup parlé à une époque, rappelez-vous, l'hôpital Georges Pompidou, où des patients avaient été contaminés, des tours aéro-réfrigérantes également. Donc c'est une maladie aussi qu'il ne faut pas négliger. Et c'est simple, j'ai eu l'occasion de participer à plein de rapports qui expliquent comment faire pour empêcher cette bactérie de se multiplier dans les réseaux d'eau, dans les bâtiments. Alors, je disais qu'il y avait d'autres maladies que respiratoires liées à la pollution. Vous avez ici d'autres maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est assez nouveau. Des maladies, donc des accidents vasculaires cérébraux liés aux problèmes de pollution, l'infarctus aigu du myocarde, l'hypertension artérielle, et même des maladies métaboliques. Et vous avez aussi, il y a des maladies cancéreuses. Donc, la gamme de maladies liées à la pollution et aux polluants à la fois intérieurs ou extérieurs, mais quand on dit polluant intérieur et polluant extérieur, bien, il y a une partie de la pollution extérieure qui est à l'intérieur. Il ne faut pas l'oublier, on vous l'a dit tout à l'heure. Donc on respire ce mélange d'air entre l'extérieur et ce qui est produit à l'intérieur. Alors, derniers travaux de Santé publique France, publiés tout récemment, en janvier 2025, qui a permis de calculer les maladies attribuables annuellement à une exposition à long terme à la pollution de l'air ambiant. Et donc vous avez ici le nombre de cas selon la maladie et le polluant considéré, que ce soit les particules fines, les dioxydes d'azote ou d'autres polluants présents dans l'ozone, par exemple dans l'air, et bien chez l'enfant, chez l'adulte, et les 40 000 décès attribuables chaque année aux particules fines. Donc, il y a des personnes qui meurent de la pollution atmosphérique, et il y a des personnes qui souffrent de ces polluants de l'air. Ils en souffrent, ils vivent, et ces polluants agressent leur santé. Et donc, je me permets, je ne veux pas être anxiogène évidemment, mais il faut avoir des faits
sanitaires qui nous montrent que la pollution peut apporter tel ou tel phénomène. Alors, vous avez... À Bordeaux, si je peux me permettre, Fabien, il y a eu un épisode l'été, pas dernier, il y a 2 ans. Voilà, hein, vous n'oubliez pas qu'il y a eu des feux de forêt très importants. Et ça pèse assez lourd au niveau particulier. On le ressent énormément. Pour la petite histoire, juste une parenthèse personnelle, moi j'ai été chez les pompiers pendant longtemps, et notamment les feux de forêt en Corse et autres, et on avait un équivalent qui nous disait qu'une semaine de feux de forêt, on respirait 10 000 cigarettes au niveau par semaine. Voilà. Alors ça coûte de l'argent aussi. Et ça coûte très très cher, et ça c'est la première fois aussi l'étude va montrer les chiffres dans les pays. Il y a l'aspect santé, mais il y a l'aspect aussi économique. Vous avez ici, pour le dernier travail de Santé publique de France, et les derniers résultats que je vous montre, eh bien, combien coûte milliards d'euros annuellement la pollution et l'impact sur la santé. C'est-à-dire toutes ces personnes qui vont aller à l'hôpital, qui vont avoir des traitements, qui vont avoir de l'absentéisme, qui vont être handicapées par ces maladies respiratoires chroniques ou d'autres maladies, eh bien, tout ceci coûte cher à notre société. Et Santé publique France donc, a montré à la fois cet impact sanitaire et économique. Alors je crois que j'arrive à peu près à la fin de mon exposé pour dire qu'est-ce qu'on pourrait gagner si on améliorait la qualité de l'air. Et en particulier, l'Organisation mondiale de la santé a donné des valeurs sanitaires, de nouvelles valeurs sanitaires pour les particules fines et le dioxyde d'azote, qui sont 2 polluants majeurs de la pollution extérieure, mais qui sont aussi à l'intérieur, qui sont transférés également à l'intérieur, qu'on respire autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Eh bien, si on respectait les valeurs sanitaires de l'OMS, eh bien, regardez le nombre de maladies que l'on pourrait éviter. 75% des cas de maladies liées au PM2,5, de près de 50% de cas de maladies pour le dioxyde d'azote, et d'économiser aussi beaucoup d'argent, puisqu'on a vu l'impact économique. Donc aujourd'hui, on peut montrer quels sont les impacts sur la santé, mais on peut montrer aussi que si on améliore la qualité de l'air, alors, tout le long de la journée, on va vous expliquer comment améliorer cette qualité de l'air intérieur et extérieur, mais qualité d'air intérieur. Donc on sait comment il faut faire pour améliorer, et voilà ce qu'on pourrait gagner en matière de ce qu'on appelle la morbidité et la mortalité pour les personnes qui souffrent de cette pollution. Donc en tant que médecin, je me devais de vous présenter ces résultats au tout début de notre journée pour montrer les enjeux de santé publique que représente la pollution de l'air et les polluants de l'air intérieur. Voilà. Alors oui, une petite étude aussi qui a été faite dans les écoles, qui montrait aussi que si les expositions au formaldéhyde et si on améliorait l'aération et la ventilation eh bien, des salles de classe de nos écoles, on pourrait éviter près de 30 000 cas d'asthme, vous vous rendez compte, c'est chaque année, et 12 000 cas par rapport aux moisissures. Alors, pourquoi j'ai voulu parler aussi de l'enfant? Parce que là, pour l'instant, on a parlé de manière assez générale. Eh bien, l'enfant, comme vous l'avez dit, c'est une population plus vulnérable parce que ses poumons sont en construction, son cerveau, leur cerveau est en construction, et donc ils sont beaucoup plus vulnérables à ces polluants, d'où, là on parlait des salles de classe, des crèches, etc. Et surtout, cette phrase que j'ai mise en gras, que les enfants dépendent entièrement des adultes pour les protéger contre les dangers d'un air pollué. Ça, c'est l'UNICEF qui dit ça. Ça veut dire que nous, adultes, c'est nous qui protégeons nos enfants de la pollution atmosphérique. Nous, on sait faire pour se protéger. On apprend, on peut le faire. Nos enfants, ils ne savent pas, et c'est nous, adultes, qui devons les protéger. Et donc, vous comprenez l'importance de la qualité de l'air dans des collectivités d'enfants, des écoles, des crèches, où ils sont exposés à cette pollution, et c'est nous, adultes, qui pouvons les protéger. On va voilà, protéger et je crois que j'ai fini mon exposé. Merci beaucoup, Fabien. Évidemment. Oui, Eric? Ouais, je voulais juste rajouter, ce d'autant que dans les écoles... Tu veux un micro? Non, c'est bon. Ce d'autant que dans les écoles, c'est l'endroit où il y a une densité qui est encore plus forte
que dans les bureaux au niveau humain en fait. Donc il y a une concentration qui est encore plus forte. On parlera dans la journée des écoles en particulier, mais les enfants viennent à l'école pour apprendre. Et un air confiné leur empêche d'apprendre, leur apprentissage scolaire. Donc on peut tout à fait comprendre l'importance de la qualité de l'air dans les écoles, pas uniquement comme vous l'avez vu sur les maladies, mais aussi sur leur apprentissage et sur ce qu'ils vont devenir. Et ces premières années de la vie sont fondamentales. Et donc c'est là qu'il faut être les plus vigilants. C'est là où on va retrouver notamment les capacités cognitives que l'on a, qui sont pour les enfants, qui sont pour nous aussi dans cette salle. Si on y restait plusieurs heures, on s'apercevrait que finalement les capacités cognitives diminuent jusqu'à 85% assez rapidement sur des niveaux qui sont 1500, 1600 ppm de CO2. C'est un marqueur du confinement de CO2. Attention, hein, ça inclut également beaucoup de choses. Mais on va regarder justement, indicateur de confinement, c'est parce qu'on va parler d'indicateurs, mon cher Francis, donc Francis Allard, qui est pour nous là aujourd'hui. Merci de l'invitation et bonjour à tous. Donc Francis Allard, donc moi je suis effectivement aujourd'hui président d'une plateforme d'innovation qui s'appelle Tipeee. Mais par le passé, j'étais d'abord chercheur au CNRS, puis universitaire. Et depuis, je sais pas, 35 ans à peu près, je me suis intéressé à la qualité de l'air, mais sur un autre domaine. Alors moi, je ne suis pas du tout du domaine médical. Moi, je suis venu à la qualité de l'air, en fait, parce que je m'intéressais aux écoulements d'air, notamment dans les bâtiments, et aussi au transfert d'éléments polluants, hein, que sont les polluants dont tu as parlé, que tu as introduit tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois les polluants gazeux et les polluants particuliers. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment ces polluants interagissaient entre eux, et aussi comment, en comprenant finalement leur comportement physique et chimique, on essayait de modéliser et de prédire les concentrations, par exemple, dans cette pièce-là. Et à partir de ça, nos amis du domaine médical peuvent aller jusqu'à une prédiction sanitaire. La connaissance, c'est le début de l'action. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler des indicateurs. Donc on a parlé des risques sanitaires. Le problème, c'est comment est-ce que l'on peut aider, disons, je vais dire, les gens qui travaillent dans le bâtiment, depuis les concepteurs jusqu'à l'utilisateur final, finalement, à l'appréhension, je dirais pas un air sain, parce que l'air sain, je ne saurais pas le définir, mais un air, disons, respirable, sans risque sanitaire avéré. Et pour ça, bon, depuis un certain nombre d'années maintenant, les travaux qui ont été faits, et donc on définit ce qu'on appelle des indicateurs. Alors ces indicateurs, ils doivent être mesurables, ils doivent être prévisibles par le calcul si possible, et par des études étayées, bien sûr, par des études sanitaires dont on a parlé. On a parlé tout à l'heure de l'OMS, de l'ANSES, etc. Donc en Europe, essentiellement, ces indicateurs viennent de travaux scientifiques qui sont mis en forme, je vais dire, par l'OMS, essentiellement au niveau européen, et puis par l'Agence européenne de l'environnement. Et puis on a aussi des directives, hein, la directive REACH par exemple sur l'ensemble des produits chimiques, les directives sur la performance énergétique des bâtiments qui intègrent justement à partir de celle de 2024 la nécessité d'introduire dans les réglementations justement des indicateurs de qualité de l'air, et puis des travaux comme l'EVELS en Europe qui ont défini justement des cibles, hein, à respecter pour justement, par exemple dans le bâtiment, pour les problèmes de santé. Et la directive de l'air ambiant d'octobre dernier. Oui, la directive de l'air ambiant qui donne un cadre général, mais qui est essentiellement sur l'air extérieur, bien sûr, hein, et qui sert de base, puisque comme l'a bien expliqué Fabien, à l'intérieur, nous respirons l'air qui vient de l'extérieur, avec ses polluants, plus les polluants dont il s'est chargé à l'intérieur. Alors les principaux indicateurs utilisés, bon, j'ai essayé de faire une petite synthèse, essentiellement pour montrer, parce qu'on nous dit toujours on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de consensus. C'est complètement faux. Au niveau mondial aujourd'hui, il y a
consensus général sur un certain nombre d'indicateurs qui sont aujourd'hui bien répertoriés, bien documentés et qui peuvent servir de base, même si, évidemment, on peut rencontrer d'autres polluants. Ce n'est pas quelque chose d'exhaustif et ça ne le sera jamais parce que, justement, les polluants évoluent aussi avec les matériaux, avec beaucoup de choses. Donc, c'est la quête du Graal, hein, en définitive. Mais au niveau international, bon, j'ai essayé de prendre ici, bon, alors comme on l'a dit tout à l'heure, on parle toujours du CO2. Le CO2, ce n'est pas un indicateur de qualité de l'air, c'est un indicateur de confinement. Essentiellement, le CO2, il vient, c'est un bioeffluent, hein, c'est-à-dire que c'est nous, en respirant, qui produisons du CO2. C'est la principale source dans les bâtiments recevant des personnes. Hein. Et c'est l'équilibre finalement entre la ventilation et la production de CO2 qui définit le niveau de CO2. Et donc c'est plus un indicateur finalement de confinement qu'un indicateur de qualité de l'air intérieur. Donc les PM2,5, les particules dont on va parler, la majorité de ces particules viennent de l'extérieur. Et puis on s'enrichit par les particules qui sont produites à l'intérieur, bien sûr. Le formaldéhyde, donc le formaldéhyde, c'est un composé organique volatile dont on a parlé déjà, qui vient des cols, des produits d'entretien, des matériaux, et qu'on retrouve dans beaucoup de bâtiments. Alors après, il y a un indicateur ici qui est quelquefois utilisé, qui est la somme, si vous voulez, des composés organiques volatiles. Le problème, c'est qu'on ne fait pas de lien entre sa concentration, enfin entre cet indicateur et un risque sanitaire. Parce que ça représente beaucoup de familles de composants, dont certains peuvent être très dangereux et d'autres moins. Et donc, en général, ce qu'on dit, il faut que ce soit le plus bas possible. Voilà. Alors après, il y a tous les composés NO2 et NOx qui viennent de la combustion, du trafic routier, etc. On va retrouver à l'intérieur également, alors soit par transmission de l'extérieur, soit par production interne, hein, quand vous faites la cuisine, quand vous faites la combustion. Grosse source de polluants, la cuisine, Oui, dans le logement. oui, oui. Le radon dont on a déjà parlé, hein, qui est un risque sanitaire avéré, bon, qui est assez bien documenté. Enfin, les sources de radon sont, même en France, très bien documentées, hein, puisqu'on arrive au niveau de la commune maintenant, à peu près, hein, dans les sources. Donc, il y a un risque sanitaire avéré et sur lequel, vous voyez, il y a à peu près un consensus également. Le CO, donc lui, il est mortel, hein, c'est l'oxyde de carbone, qui vient essentiellement d'une mauvaise combustion à l'intérieur des bâtiments. C'est souvent ça, hein. C'est un chauffe-eau qui fonctionne mal, c'est une chaudière à gaz qui fonctionne mal. Et donc, sur lequel il faut être très vigilant. Alors l'humidité, c'est pas l'humidité en tant que telle. Hein. L'humidité en tant que telle, elle intervient très peu sur l'aspect sanitaire et même sur le confort, hein, puisque on est sensible soit des humidités très faibles, soit des humidités très hautes. Entre les deux, il y a une grande plage de variabilité qui sont acceptables. Par contre, le problème de l'humidité, c'est les risques de condensation et de production, j'allais dire de champignons, comme ça c'est plus simple, hein, de moisissures. Alors, Les champignons à Bordeaux, attention, ils pensent à autre chose. Oui, moi aussi, je parle de champignons. Mais bon, et comme tous les champignons, dans les moisissures, il y en a des très bons, mais il y en a aussi qui sont très toxiques. Voilà. Et donc c'est plutôt ce risque-là que l'on aborde quand on parle de qualité sanitaire liée finalement à l'humidité. Donc c'est au deuxième niveau, si vous voulez. Donc il faut limiter effectivement des humidités trop importantes qui vont favoriser le développement justement de ces éléments biologiques. Si on y rajoute de la chaleur, un cocktail sympa. Voilà. C'est tropical. Alors les odeurs. Les odeurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les odeurs, ça a été souvent, les premiers travaux qui ont été faits pour aborder, si vous voulez, l'impact de la qualité de l'air sur les bâtiments. Eh bien, ce sont des études qui étaient formulées à partir justement de la perception
de la perception, c'est par les odeurs. Donc il y a tout un travail qui avait été fait, et il y a déjà plus de 30 ans. Hein. Et finalement, les premiers travaux de façon à introduire la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, d'un point de vue, c'était pas d'un point de vue sanitaire, mais d'un point de vue confort, c'était à partir des odeurs. Alors ça peut être aussi utilisé quelquefois, hein, c'est ce que je vous ai mis ici, comme indicateur de qualité. On pourrait y adjoindre aussi les odeurs qu'on juge agréables et qui ne le sont pas forcément, ce qu'on vient nous par notre, je le disais tout à l'heure, Corinne comme Fabien, en tant qu'être humain, on a une part importante d'abord qui rajouter une odeur pour dire je veux plus sentir que ça sent mauvais, je rajoute autre chose, et en fait on cumule. Oui, une odeur de frites à midi moins le quart, c'est agréable, à 3 heures d'après-midi, ça l'est moins. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y avait un biais dans ces travaux qui avaient été faits, qui étaient des travaux statistiques. Hein. C'était la même démarche que les travaux qui ont servi à l'établissement des normes, qui sont des normes aujourd'hui sur le confort. C'était la même philosophie et la même méthode statistique d'appréhension finalement de la qualité de l'air intérieur. Mais bien sûr, l'impact sanitaire n'était pas introduit. Et puis, tout ça, ça évolue. Alors, en Europe, j'ai introduit tout à l'heure, tout ce qui concerne finalement l'efficacité énergétique des bâtiments, et puis de façon plus générale, finalement, la qualité du bâti, est régie depuis 2002 par des directives, qui sont des directives cadres. En Europe, il y a deux types de directives. Il y a les directives produits, c'est celles qui collent les étiquettes là, sur les équipements, par exemple. C'est-à-dire, une fois qu'elles sont votées, et une directive, c'est un large consensus. C'est pas comme en France, un arrêté. Pour qu'il y ait une directive, il faut qu'il y ait un consensus entre un groupe d'experts, souvent mandaté par la Commission, donc un texte qui est élaboré, et ce texte doit être voté à la fois par le Parlement, c'est-à-dire nos représentants, et par le Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les représentants de nos gouvernants. Donc quand nos gouvernants nous disent Bruxelles a décidé que, non, ils ont signé en bas. Alors, le deuxième type de directive, c'est directive cadre. Le bâtiment, il est considéré aussi comme un bien culturel. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on se met d'accord sur un cadre de travail commun. Et puis après, c'est à chaque pays, compte tenu justement de spécificités qui peuvent être culturelles, ou l'appréhension. À Athènes et à Helsinki, finalement, on n'a peut-être pas les mêmes contraintes sur le bâtiment. Et donc c'est à chaque pays, après, de transcrire ce cadre dans les réglementations nationales. Et donc la dernière réécriture a été publiée au journal officiel de l'Europe en mai 2024, et donc on a 2 ans en France pour travailler là-dessus. Et dans ce texte, on demande explicitement aux États membres d'introduire dans les réglementations nationales des indicateurs de qualité des environnements intérieurs. Donc c'est plus large que la qualité de l'air. La qualité de l'air en fait partie. Et puis après, il y a essentiellement le confort global, c'est-à-dire confort thermique, acoustique, luminosité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, donc, il y a des gens qui travaillent, qui proposent des guides d'interprétation. Et notamment, il y a un travail qui a été fait au printemps par un groupe qui comporte à la fois REVA. Donc, REVA, c'est la Fédération des associations d'ingénieurs climaticiens en Europe. Ça représente 27 associations nationales, 150 000 ingénieurs environ. Eurovent, qui est l'organisme qui certifie, qui qualifie finalement les équipements. Et puis un groupe de travail qui est le Nordic Ventilation Group, qui regroupe des collègues du nord de l'Europe. Et finalement, on a fait une proposition justement pour l'intégration de la QAI, en disant finalement quand est-ce qu'on a besoin de ces indicateurs pour un bâtiment. On en a besoin au départ pour le concevoir, on en a besoin après pour contrôler, qui peut être à la mise en œuvre, et pour le suivre, pour voir si. Et puis, éventuellement, de faire des audits s'il y a un petit problème. Donc on a pu proposer ainsi. Vous voyez qu'on retrouve à peu près ce dont je vous ai parlé avant, les indicateurs. Je vous disais, il y a un consensus international aujourd'hui sur les indicateurs, pratiquement. Même s'il faudra les enrichir certainement, parce que ça évolue, mais on est là-dessus. Et puis donc, voilà.
Donc on définit à la fois des indicateurs, mais aussi comment est-ce qu'on peut essayer de les mesurer, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre en œuvre. Donc ça, ce sont des documents qui sont proposés aussi aux États membres pour faire évoluer leur réglementation. Maintenant, donc en France, alors en France, il y a les travaux de l'ANSES qui s'occupent justement de ce qu'on appelle des valeurs guides sanitaires pour l'air intérieur, qui, dans la très grande majorité de ces travaux, reprend finalement les valeurs de l'OMS, les valeurs au niveau international qui sont données. Et puis il y a le Haut Conseil de la santé publique, auquel j'ai eu le plaisir de contribuer aussi, il y a quelques années, j'ai dû faire 2 mandats, qui propose ce qu'on appelle des valeurs repères. C'est-à-dire que dans les travaux du Conseil, on intègre à la fois justement les valeurs guides sanitaires, mais aussi on se préoccupe de la façon de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que si vous avez un niveau de particules fines à l'extérieur, par exemple ici, qui est supérieur aux recommandations de l'OMS, ça va être difficile de mettre en place à l'intérieur, finalement, une valeur guide qui soit inférieure à celle qu'on mesure à l'extérieur. Et ce qu'on essaie de faire au Conseil, c'est aussi de prévoir, finalement, la mise en œuvre dans le temps. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie de progrès continuel. Alors, tous ces travaux-là, évidemment, ils sont complètement publics. Vous pouvez télécharger tous les rapports du Haut Conseil sans aucun problème. Donc, c'est un petit peu les éléments que l'on a en France pour travailler sur ces domaines. Et puis, il y a quelques années, on a mis en place en France, c'est réglementation sur la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur pour les bâtiments recevant du public. Et donc c'est pareil, il y a une progressivité dans le temps, c'est-à-dire qu'on a commencé par les publics les plus vulnérables, dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la petite enfance, et puis les enfants, et puis petit à petit, ça s'étend à tous les documents publics. Donc là, il y a la responsabilité finalement des gestionnaires de ces bâtiments publics. Alors souvent, ce sont les collectivités qui doivent mettre en place des mesures justement de suivi, d'évaluation de la qualité de l'air intérieur. Alors c'est pas très important aujourd'hui, c'est pas très restrictif, mais je pense que c'est une première démarche qu'il fallait absolument souligner. Donc en France, voilà. Donc ça, ça a été revu récemment. Et donc, ce que l'on demande aux collectivités, c'est de mettre en place soit des moyens en interne pour assurer finalement un suivi des installations et de la qualité de l'air intérieur, mais ciblé en ciblant finalement très peu d'indicateurs, soit faire appel à des organismes extérieurs qui, pour eux, vont faire ces mesures-là. Un point intéressant là, c'est que les établissements d'activité physique ne sont plus concernés par le dispositif. La prise en compte. Je ne rentre pas dans tous les détails. Non, on ne rentre pas dans le détail, mais c'est juste pour ramener sur l'activité physique. Quand on va faire une activité physique en gymnase, en salle de sport, il faut quand même savoir que notre besoin respiratoire, il est multiplié par 4 voire 10. Donc dans ces établissements-là, il ne faut pas non plus, pour ceux qui en ont à la réflexion, à la conception, et à un moment donné, les débits d'air vont devoir être importants. Au regard du besoin, ou un monitoring qui permet de s'adapter en fonction de l'usage. Ça, c'est très important. Donc, voilà, campagne de mesure. Donc, les polluants réglementés aujourd'hui en France, dans ces approches-là, vous les avez là, c'est le formaldéhyde dont j'ai déjà parlé. Donc, le formaldéhyde, c'est plus un indicateur finalement lié aux matériaux puis à l'usage du bâtiment. Je parle des produits de nettoyage par exemple. Et puis le benzène, alors le benzène qui représente, comme les NOx, comme les oxydes d'azote, des polluants qui viennent d'une combustion, essentiellement extérieure comme je l'ai dit, donc on essaie, vous voyez, d'avoir un indicateur finalement d'émissions internes, un indicateur plus ou moins d'émissions externes, et puis le dioxyde de carbone qui finalement représente
la qualité de l'aération ou de la ventilation des logements. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on demande en France. Alors le benzène, de plus en plus d'ailleurs, dans les autres pays, c'est plutôt les NOx et les NO2 qui servent de suivi un petit peu de cette problématique-là liée à la combustion. Donc, au niveau international, donc c'est ce que je vous disais, il y a un foisonnement d'indices de la qualité de l'air intérieur. Parce qu'une fois qu'on a défini les indicateurs, finalement, on peut avoir des stratégies de façon à les agréger pour arriver à la définition d'un indice de qualité de l'air intérieur qui soit finalement représente globalement la qualité de l'air intérieur d'un bâtiment. Alors il y a une bibliographie énorme là-dessus sur les indices. Depuis 25 ans, je ne sais pas combien j'ai papier là-dessus. Ils sont très nombreux. Ils viennent souvent d'ailleurs des gens qui faisaient de la modélisation au départ, qui avaient dans l'idée de prédire la qualité de l'air intérieur. Mais pareil, il faut que ce soit mesurable, qu'on puisse le contrôler, et ça c'est très important, ne serait-ce que pour les usagers. Donc ils utilisent les indicateurs, plus ou moins nombreux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les valeurs guides, en général les valeurs guides sanitaires, et puis des méthodes d'agrégation. Alors ça c'est des méthodes classiques d'analyse multicritère de phénomènes, c'est-à-dire qu'après on a des méthodes mathématiques d'agrégation pour pouvoir sortir. Alors ça peut être tout simple, ça peut être tout simplement une somme, ça peut être une somme pondérée, etc. Donc l'objectif c'est d'obtenir un indice unique. Alors je vais donner un petit exemple parce que qui me tient un petit peu à cœur. C'est un travail qui a été fait dans le cadre de projets européens. Et l'objectif, c'était ça, c'était de pouvoir représenter finalement de façon simple et compréhensible par les acteurs du bâtiment, c'est-à-dire depuis les maîtrises d'œuvre jusqu'aux usagers, pour évaluer la qualité des environnements intérieurs notamment. Alors après, il y a l'énergie, etc. Mais sur ce point-là. Et c'est cet indice qui s'appelle TEL. Donc cet indice, c'est ce que je représente là. Alors je sais pas. Voilà. Il est destiné pour être utilisé au départ pour les rénovations, mais aussi pour les constructions neuves. Donc on se propose d'évaluer le confort thermique, le confort acoustique, le confort lumineux et la qualité de l'air intérieur. Donc pour le rendre, disons, plus visible, on a choisi un code de couleur qui va du vert jusqu'au rouge. Et puis on note après chaque élément, si vous voulez, de 1 à 4. Et donc, toutes les valeurs qui sont proposées, elles ne sont pas tombées d'un chapeau. Ce sont des normes européennes et internationales qui sont utilisées justement pour évaluer justement cette qualité. Alors en France, ces normes européennes ou internationales, elles ne sont pratiquement pas utilisées, puisqu'elles sont que utilisables, si je puis dire. On est un des rares pays en Europe qui ne les utilise pas. Il faudrait. À mon sens, quand on est plus nombreux, on est plus intelligent. Donc, mais bon, ça, c'est un vieux débat. On est nombreux dans la salle, on est intelligent aujourd'hui. Donc, oui, c'est fini. Donc, ça permet donc d'évaluer la qualité de l'air intérieur au niveau de la conception, mais après aussi au niveau de la mise en œuvre et de l'utilisation de ce bâtiment. Et donc là, je vous ai repris un petit peu les indicateurs qui sont utilisés. Donc, vous voyez que c'est toujours à peu près les mêmes. Et puis après, les catégories qui avaient été définies. Donc, cet indicateur, c'est un exemple parmi d'autres. J'ai eu le plaisir de l'utiliser dans le cadre d'un autre projet européen, qui n'était pas le projet de départ qu'il a fait, et c'était pour du logement social. Et donc c'est un projet partagé avec des collègues portugais, espagnols, etc. Et finalement, c'est un outil qui est très intéressant, parce qu'il est basé, il a des bases scientifiques, réellement, de l'état de l'art aujourd'hui, de la connaissance de ces problèmes-là, et puis il est utilisable simplement
par les gens. Et d'autre part, je disais tout à l'heure, il faut qu'il soit mesurable. Toutes les mesures sont définies. La plupart des protocoles expérimentaux pour mesurer les différents polluants sont aussi définis par des normes. Et cet indicateur, enfin les indicateurs mesurés, utilisent ces normes. Donc ce ne sont pas des choses qui sont tombées du chapeau. Donc les paramètres de mesure de la QAI de la ventilation, donc on parle de qualité d'air, on parle aussi de qualité de la ventilation, donc les débits de ventilation, bon ça il faudrait en parler plus longuement. Et donc les protocoles, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les protocoles et les appareils de mesure sont définis pour chaque paramètre. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut l'utiliser, c'est assez facile finalement de s'y retrouver et de le mettre en œuvre. Donc, je vous ai répertorié ici les normes qui sont des normes européennes ou internationales dans ces problèmes. Et je vais laisser la parole maintenant, parce que justement, je pense que c'est là-dessus qu'on va intervenir, c'est que un indicateur, des indicateurs ou un indice, il est tributaire finalement de la connaissance que l'on a des polluants qui sont à l'intérieur des bâtiments. Et cette connaissance, elle évolue, donc ça peut être aussi évolutif, et je vais te laisser la parole sur ce point. Merci Francis. Donc c'est complet, vous avez vu, il y a beaucoup de choses, et effectivement, ça va dans le sens de ce qu'on va progresser sur les tables rondes dans la journée, qui va, je dirais, ouvrir les yeux sur les bonnes pratiques. Après, ce qu'on va donner. Corinne, après 5 minutes, on se regarde les questions. Donc on a voulu terminer cette table ronde introductive en vous parlant des évolutions. Comment la qualité de l'air intérieur, elle évolue dans le temps, elle évolue tout le temps. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des substances qu'on ne trouve plus dans les bâtiments neufs. Le plomb a été interdit dans les peintures à partir de 1949, encore utilisé jusqu'en années 90 à vrai dire, mais on n'en trouve plus aujourd'hui dans les bâtiments neufs. L'amiante, pareil, interdit en 1997. Ça reste une problématique pour les bâtiments qu'on rénove, les bâtiments très anciens, il y en a encore beaucoup en France. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des polluants qui disparaissent. Vous voyez sur ce graphique aussi un travail qui a été mené qui résume les concentrations en formaldéhyde dans les logements en Europe. Au cours des 20 dernières années. Et donc vous voyez clairement que dans tous les pays, globalement, quand on trace la courbe, des concentrations diminuent. C'est le fruit de toutes les actions dans les pays menées pour réduire la concentration, la présence de formaldéhyde dans les matériaux de construction, les produits d'entretien, et on peut citer en France l'étiquetage réglementaire mis en place en 2013 qui limite significativement la concentration dans les produits, et ça se ressent puisqu'on en a moins dans l'air intérieur. Alors par contre, il y a des bonnes nouvelles, il y en a des moins bonnes, c'est qu'on a de nouveaux usages qui se développent. Vous voyez quelques exemples sur cette diapositive. Les lampes flow compactes, si vous la cassez, peuvent relarguer du mercure. Le vapotage, qui est nouveau, qui n'existait pas il y a quelques années, qui a aussi des émissions spécifiques dans l'air intérieur. L'impression 3D, vous chauffez un plastique qui vous fondez, qui forme une forme. Forcément, ça émet des gaz et des particules dans l'air intérieur. Et puis avec au même titre qu'une imprimante, va chauffer des particules qui vont aussi se retrouver dans l'air, et on dit toujours on ne met pas une imprimante à côté de soi quand on bosse. Il y a eu beaucoup d'efforts faits des fabricants sur les imprimantes. Il y a des labels qui existent en Allemagne pour des imprimantes moins polluantes. Donc elles sont aujourd'hui moins... on ne trouve plus cette odeur de chaud, la d'ozone qu'on sentait, mais il faut les mettre dans des pièces dédiées dans les bureaux, c'est certain, et pas les avoir chez soi. Et puis avec le Covid, on a eu une pratique de désinfection massive des bâtiments et avec l'introduction de biocides. Et franchement, on a vraiment massifié cette source de contamination. Donc des nouveaux polluants en plus forte concentration. Mais aussi des nouvelles substances qui sont mises sur le marché. Et vous voyez là deux exemples du DIN, c'est un agent plastifiant qui est dans les plastiques pour les rendre souples, qui remplace les phtalates. Et le DEHT, un autre substitut des phtalates. Donc là, ce sont des travaux qui ont été menés en Allemagne. Ils ont, comme en France, des campagnes régulières de mesure de la qualité de l'air dans les logements. Et ils conservent les échantillons. Donc là, ils ont stocké, ils ont congelé des échantillons de poussière d'aspirateur. Et ils ont récemment analysé ces échantillons. Et vous voyez que les premières mesures, elles démarrent dans les années, pour cette substance, avant les années 2000, donc en 97, 99.
Et on voit clairement que cette substance, elle n'était pas détectée il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui, elle est très présente dans les logements, ici les logements allemands, mais sans doute Faire attention à ce dans qu'on les logements utilise français. pour le remplacement. C'est la problématique de la substitution qui peut être dite malheureuse. On remplace le bisphénol A par du bisphénol F ou du E qui ont les mêmes effets sur la santé. Un sujet aussi qui fait que la qualité de l'air intérieur évolue, c'est qu'aujourd'hui les bâtiments évoluent. Vous êtes bien placé pour le savoir, on les rénove, il faut rénover pour réduire les consommations d'énergie, absolument. Mais si on rénove en ne faisant pas attention à la ventilation, et là on avait mené des travaux il y a quelques années sur le radon, en faisant des mesures de radon dans plus de 3000 maisons en Bretagne, et en regardant, toutes choses égales par ailleurs, la concentration en fonction de la rénovation faite. Et on voyait que statistiquement, toutes choses égales par ailleurs, on avait des concentrations plus élevées dans les maisons qui avaient fait l'objet d'une rénovation énergétique par rapport aux maisons qui n'avaient pas fait l'objet d'une rénovation énergétique. Quand on regardait de plus près ce qui avait été fait, on voyait que les gens avaient changé le toit, les fenêtres, étanchéifié l'enveloppe du bâtiment, mais ils n'avaient pas fait attention à la ventilation, donc il n'y avait pas de renouvellement d'air, et du coup il n'y a plus de fuite d'air parasite, donc c'est bien pour l'énergie, mais le radon qui vient du sol, il s'accumule dans la maison. Donc absolument profiter de la rénovation pour prendre en compte l'air intérieur. Quelque part, il faut le voir comme une opportunité d'intégrer l'air intérieur lors des rénovations. L'air, il est comme nous, il faut qu'il circule. Exactement. Donc les bâtiments évoluent, nos villes évoluent, on vit dans de plus en plus sur Terre, de gens qui vivent dans des villes, des communautés, des agglomérations, des métropoles, donc on densifie le trafic. Donc qui dit trafic automobile dit pollution de l'air par les gaz d'échappement, mais finalement si on va vers une électrification plus importante, on peut penser que les concentrations en particules fines vont diminuer dans les villes dans les prochaines années. Donc là c'est plutôt quelque chose de positif. Et puis à l'échelle de la planète, le dérèglement climatique en fait a une influence sur la qualité de l'air intérieur par les événements extrêmes. On parlait tout à l'heure des feux de forêt qui avaient lieu à Bordeaux l'été 2023. Il y a beaucoup de travaux, toute la communauté scientifique se mobilise parce que les feux de forêt ont un impact très important sur la qualité de l'air intérieur, notamment via les émissions de particules, mais aussi tous les imbrûlés de combustion, les HAP qui sont très toxiques. Les inondations inondent les bâtiments et ça peut provoquer le développement de moisissures. Les HAP, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Tous les imbrûlés de combustion, le noir du barbecue, c'est des HAP. Et la plupart sont cancérogènes. Donc les événements extrêmes peuvent influencer la qualité de l'air intérieur. Et puis en chronique, si les températures augmentent, on sait que les émissions des matériaux sont favorisées quand il fait plus chaud. Donc s'il fait plus chaud, on aura plus d'émissions de nos revêtements de sol ou de nos textiles. Quand il fait plus chaud, il y a plus de formation d'ozone à l'extérieur. Cet ozone, il rentre dans les bâtiments, il réagit avec des polluants déjà là et favorise l'apparition de polluants secondaires. Et puis, si on climatise plus nos bâtiments, ce qui n'est pas souhaitable, on va peut-être moins ouvrir les fenêtres, plus s'isoler, moins renouveler l'air, et ce qui pourrait conduire à des problématiques d'air intérieur. Donc, vous voyez, il y a vraiment une vraie problématique liée au réchauffement du climat. Donc, en conclusion, vous avez bien perçu tous les enjeux sanitaires importants de la qualité de l'air intérieur. Une meilleure prise en compte dans la réglementation est absolument nécessaire. Donc, c'est en chemin en France. Francis l'a bien illustré, à l'échelle européenne, cette directive sur la performance énergétique des bâtiments qui intègre l'air intérieur, l'environnement intérieur au sens large, c'est formidable. Et puis, c'est une problématique qui évolue constamment, donc il faut poursuivre les études, les mesures, les observations pour pouvoir documenter les nouvelles problématiques, les nouvelles substances en présence. Mais ces connaissances qui restent à acquérir ne doivent pas empêcher l'action, et l'action est possible dès maintenant. Et on va en parler après de l'action, justement. Merci beaucoup. Chère Corinne, Sachez que de les réunir tous en même temps au même endroit ici, ça a été quelque chose vraiment de magique, parce que c'est pas très facile. Ils sont tous très occupés, même les intervenants de cet après-midi. Donc encore un grand merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, allez-y. Attendez, il y a un micro. Je vais vous passer un micro. Tu gardes-le, parce que si tu dois parler. Madame, votre nom, quoi. Oui, donc je suis Karine Bébé, je suis architecte d'intérieur.
Notamment, j'essaie de développer l'architecture d'intérieur éco-responsable. Et ma question, en fait, c'est par rapport aux nanoparticules de dioxyde de titane, notamment, enfin nanoparticules, mais notamment dioxyde de titane. Vous en avez pas parlé. Je me demandais, est-ce que c'est pas du même type que l'amiante, finalement, avec des analyses dans quelques temps, où on va se rendre compte que c'est très mauvais pour la santé. On en trouve partout, dans les peintures et autres produits. Qui veut répondre? Alors, bon, le dioxyde de titane, effectivement, c'est un produit qui est considéré comme cancérigène probable. Je ne sais pas où on en est exactement, dans sa définition. C'est un produit qui a été utilisé parce qu'il a des propriétés, notamment, il avait été utilisé un petit peu justement pour dégrader d'autres polluants. Une réaction qui peut avoir lieu, mais il avait été utilisé dans certaines peintures. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il soit aussi utilisé que ça. Et à mon sens, dans les bâtiments, on peut peut-être le retrouver, mais c'est au niveau de traces. C'est pas... On le retrouve beaucoup dans les peintures, notamment tout ce qui est peinture blanche. En fait, c'est le moyen en fait qu'ils ont pour pouvoir justement avoir ces teintes en fait un peu spécifiques. Ouais. Oui, ça dépend. Oui. Je te donne le micro. Ouais. Donc tu anticipes. Mais on peut. Claire-Sophie Quedvet. Bonjour, moi j'interviens juste après, mais c'est juste que j'ai une réponse. En fait, le dioxyde de titane qui est dans les peintures, c'est ce qui va donner la couleur blanche, mais parce que c'est macro, c'est les grosses particules de dioxyde de titane. Et quand il passe sous forme nano, c'est plus. En fait, quand vous voyez dioxyde de titane sur la peinture, elles sont plus grosses et donc moins d'impact sanitaire. Par contre, les Oui, peintures. c'était ça ma question, parce que du coup, effectivement, c'est sur C'est les une nanos question qui de se taille. développent de plus en plus en fait. Et les nanos, elles se développaient, Francis a raison, elles se développaient dans les peintures dites air pur, mais qui existent beaucoup moins aujourd'hui. Voilà. Alors, en ce qui concerne les particules, peut-être on n'a pas été assez précis. Le comportement physique déjà des particules dépend de leur taille. Donc quand les particules sont plus grosses, au-delà de quelques microns, on caractérise globalement souvent leur comportement par ce qu'on appelle une vitesse de dépôt. Et cette vitesse de dépôt, en gros, elle est très importante pour les particules justement qui dépassent 4-5 microns. Donc on va les retrouver finalement assez peu dans l'air. C'est la même chose pour les nanoparticules, parce que les nanoparticules, en fait, elles sont agitées d'un mouvement brownien comme les gaz, c'est-à-dire qu'elles vont bouger dans tous les sens. Comme elles bougent beaucoup, elles vont se coller contre soit des particules plus importantes, soit contre les parois ou tous les éléments. Ce qui fait que les nanoparticules aussi, on les retrouve peu dans l'air intérieur. Donc celles qu'on retrouve beaucoup, c'est celles qu'on ciblait, c'est celles qui sont autour du micron. On a ce qu'on appelle l'invariant particulaire, c'est-à-dire des particules dont la taille est à peu près d'un micron. Elles, par contre, elles vont rester très très longtemps dans l'air. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup des particules de cette taille-là qui viennent de l'extérieur, qui vont être directement dans l'air intérieur parce qu'elles se déposent très 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 lentement. Voilà. En tout cas, vous avez raison, ça fait vraiment partie des polluants émergents, des thématiques émergentes, et ça pourrait être la norme de demain, les nanoparticules, de synthétiser intentionnellement pour donner une propriété aux matériaux. Aujourd'hui, il y a l'ANSES qui est un registre qui fait l'inventaire sur déclaration des industriels, des produits, matériaux de consommation qui contiennent des nanoparticules. Donc on peut imaginer que ce soit quand même un peu mieux documenté à l'avenir. Justement, il y a... sur leur site ou... C'est un registre qui est confidentiel, donc l'info n'est pas publique. Les informations sont données dans les conférences, donc il faut qu'on fasse. Il y a quelqu'un qui vend de la peinture qui veut parler. Quant aux peintures qui utilisent pour justement capter les polluants, ça ne marche pas terrible, donc c'est pas la peine de les utiliser. Oui, Fabrice Santanaria, service des affaires publiques pour Unicao, fabricant de peinture sur Bordeaux, justement. Donner un élément de rassurance. Alors, effectivement, les peintures dites dépolluantes sont avec un certain nombre de conditions pour se mettre à fonctionner. Mais ça peut donner un élément de rassurance quand même. Sur le dioxyde de titane, déjà, la granulométrie que l'on utilise dans la fabrication de peinture, elle est largement au-delà du nano, donc il faut aussi se rassurer. La question, c'est vraiment sur le nano. Voilà, elle est largement au-delà. À la rigueur, éventuellement, même dans l'état dans lequel on l'utilise, il peut être, disons,
poser des questions sur les ouvriers qui travaillent en usine, évidemment, mais eux, ils sont tous équipés avec des EPI, de protection individuelle, donc c'est pas un problème. Et puis, vous rassurez aussi, c'est que dans une peinture, le dioxyde de titane, il est mis à l'état liquide quand il est mélangé dans la matrice. Donc en fait, il faut être totalement rassuré là-dessus. J'imagine que vous ne buvez pas, personne ici ne boit son petit verre de peinture blanche tous les matins. Donc il faut aussi se rassurer là-dessus, il n'y a effectivement aucun danger. Le conseil que je peux donner quand même, pour ceux qui vont éventuellement poncer des peintures, voilà, pour simplement refaire une surface, refaire un revêtement, là effectivement il faut porter un équipement, mais ce n'est pas dû à la problématique du dioxyde de titane, c'est surtout pour éviter de se mettre évidemment plein de poussière au début. Voilà. On va en parler tout à l'heure. J'anticipe. Est-ce qu'il y a une autre question? Deux autres questions. On va se garder les 3 minutes, après vous pouvez échanger avec les intervenants. On va se faire une petite pause quand même, parce qu'on a dit qu'il fallait sortir pour prendre l'air. On ne va pas vous en empêcher. Et après on reviendra avec Claire-Sophie et Eric, oui, tu as le micro. Oui, donc Eric Dorouto, Société Iris, on a un bureau d'études d'ingénierie sanitaire sur l'air à Bordeaux. Et je voulais juste faire un point par rapport à ce qu'avait dit Corinne tout à l'heure sur la rénovation énergétique. Donc effectivement sur le focus radon. Mais moi je voulais faire un focus sur les moisissures. Parce qu'à Bordeaux on est très très sensibilisé et on a beaucoup de moisissures. Donc à force de rénover énergétiquement notre habitat ou nos bâtiments, et ben on crée de plus en plus de moisissures à l'intérieur. Et nous, Ça paraît de plus en plus vite d'ailleurs. Et le petit constat que je fais, c'est qu'on intervient nous de plus en plus en gestion de crise. Et ça se voit depuis 5 ans, je trouve. Et donc c'est un petit focus que je voulais faire. Et c'est vraiment un sujet en Nouvelle-Aquitaine. Ça se rapproche des réseaux sans ventilation. Exactement. Monsieur. Bonjour, Nicolas Pommier, Espace Conseil France Rénov'. Je n'avais pas reconnu, désolé. Salut Nicolas. Petite question, est-ce que des actions sont menées auprès de l'État pour rendre plus accessibles les ventilations dans les logements en rénovation? Là, je parle en tant qu'aide financière. Il n'y a quasiment rien, sauf une petite miette sur de la double flux qui incitait beaucoup de ménages à partir sur la double flux parce qu'il y avait des aides. Aujourd'hui, on n'a pas d'obligation légale écrite sur l'installation d'une ventilation dans un logement en rénovation. On l'a sur du neuf, on l'a sur de la location. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées auprès du gouvernement pour solliciter cette obligation et à la fois des aides financières qui pourraient être plus importantes, au vu des dépenses que coûte la santé, comme vous en parliez tout à l'heure, sur les problèmes liés à la qualité de l'air? Est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Je ne sais pas. Tu parles avec anticipation aussi. Valérie Leprez, du CEREMA. Donc moi je ne suis pas directement je travaille au CEREMA qui est un établissement public et donc qui est au service du ministère et des collectivités locales, mais pas directement au ministère. Et donc oui, on pousse énormément, en tout cas au CEREMA, pour que dans les critères d'attribution des subventions, la qualité de l'air soit prise en compte. Et on a espoir qu'avec la nouvelle directive européenne, et bien finalement ce soit obligatoire, qu'on ne puisse plus faire de chantier énergétique sans prendre en compte la qualité de l'air et donc sans prendre en compte l'installation d'un système de ventilation qui est un peu la seule solution pour pouvoir garantir une bonne qualité de l'air. Et par rapport à ça, le niveau des gouttes. Alors, au niveau des labels, il est bon. Hein. Si on regarde par exemple le label Effinergie, eux, ils imposent déjà la mise en place d'un système de ventilation et son contrôle à réception, ce qui est aussi important que la mise en place, le contrôle à réception. On va en parler aussi tout à l'heure. Et le label Effinergie, quand même, depuis 2005, il est préfigurateur de ce qui se passe ensuite dans la réglementation. Le premier label Effinergie, ça a été la RT 2012 après la mise en place de ça. Après, on est conscient que beaucoup de gens qui vont aller chercher une rénovation globale qui va amener à de la rénovation BBC ne va pas forcément aller chercher la labellisation. Oui. Donc, c'est pas parfait, je suis d'accord. Nicolas, si tu peux passer ton micro à monsieur, on s'arrêtera pour les questions. Bonjour, Stéphane Dossier, pâtissier, fabricant de menuiserie. Justement, par rapport à la ventilation, l'air, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à déterminer si une simple flux ou une double flux est meilleure dans le mélange d'air intérieur par rapport à l'extérieur? Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Ça dépasse. Non, mais s'il y avait une solution unique pour la ventilation, je pense que longtemps, on ferait tous la même chose. On a parlé du radon tout à l'heure. Bon, la réglementation française, elle est basée sur des systèmes par extraction aujourd'hui. Bon.
si vous avez du radon ou des sols pollués, il vaut mieux faire de l'insufflation, parce que vous allez comme ça protéger votre bâtiment qui va être en légère surpression de toutes les agressions extérieures, si je puis dire. Donc voilà. Donc ça dépend des circonstances, ça dépend des bâtiments. Enfin, je voulais revenir sur la réhabilitation. On a un problème en France. C'est l'évolution de la réglementation sur la réhabilitation. Elle est attendue depuis quand même pas mal d'années maintenant. Seulement 2007. 2007. Ouais, et il y a eu on a eu quelques espoirs il y a quelques temps, mais là je vois toujours rien venir. J'espère qu'avec le travail réglementaire qui est nécessaire pour la transcription de la directive, on va aborder maintenant sérieusement ce problème de la réglementation pour les réhabilitations. Parce que là, il y a une espèce de vide aujourd'hui, sauf si vous refaites tout. Alors là, vous devez faire comme du neuf, mais ce n'est pas le cas général de la réhabilitation. Et ça pose un sérieux problème quand même. Avec une somme de contraintes incroyable aussi dans la rénovation où on doit faire en fonction de l'existant. Plus compliqué. Et pour revenir un petit peu sur les ventilations, évidemment que selon le poids qu'on peut trouver, on va en parler après, sur l'extérieur, des systèmes de ventilation double flux qui vont filtrer l'air qui va rentrer, va sûrement aussi aider avec l'autre système qui va pas en avoir besoin dans un autre endroit. Tout ça, ça fait l'objet aussi d'une réflexion qu'on va trouver, qui nous fait la transition pour la partie d'après, justement, et on va se retrouver dans 10 minutes. Ça vous va ? Très bien. Prenez bien l'air. Merci.